Bien, dans cet exercice, on va essayer de s'intéresser à deux notions qui apparaissent dans le programme d'énergie électrostatique, mais qui ont en fait un sens différent. Alors, il y a une première notion qui est celle de gauche, qui est vue dès la première année, en particulier dans les exercices portant sur les accélérateurs de particules. Et on considère une certaine distribution de charge. Donc, par exemple, dans un accélérateur de particules, ça pourrait être deux plaques, les deux plaques d'un condensateur, mais la distribution peut a priori être quelconque. Et cette distribution 1 en vert, qui est ce qu'elle est, elle va créer dans tout l'espace un champ électrostatique et un potentiel électrostatique qu'on va indicer par 1, associé à la distribution 1. Et dans l'espace se situe ce qu'on appelle une particule test, une particule qui a une certaine charge, qu'on va noter Q indice 2, mais qui n'a rien à voir avec la distribution 1. Pour prendre un exemple, encore une fois, la distribution 1 serait les plaques du condensateur, et la particule de charge Q2 serait l'ion, par exemple, que vous accélérez, ou l'électron que vous accélérez dans cet accélérateur. Et ce qu'il est montré en première année ou en seconde année, c'est que cette particule de charge Q2, placée dans le potentiel de la distribution de charge 1, possède une énergie potentielle électrostatique qui vaut Q2, sa charge, fois le potentiel 1 évalué au point M. Donc on voit bien cet aspect d'interaction où c'est la particule 2 qui est associée au potentiel 1. Et les deux termes apparaissent 1 et 2. Et c'est ce qui vous permet, par exemple, simplement de traiter un exercice sur les accélérateurs de particules avec l'énergie mécanique. Alors, il y a une deuxième notion qui apparaît sur l'énergie, une notion qui apparaît plutôt en seconde année, qui est le fait que quand vous avez une distribution de charge, elle possède en propre une énergie électrostatique, par exemple l'énergie associée à un condensateur, l'énergie qui est stockée au sein du condensateur. Donc vous avez une distribution, à nouveau quelconque, là je l'ai fait en bleu, mais peu importe. Alors elle peut être en plusieurs parties dans l'espace, là j'ai fait qu'un seul bloc, mais bon, les charges peuvent être un peu n'importe où dans l'espace. Ça génère, en fonction de la position des charges et de leur signe, un certain champ électrique dans tout l'espace, qui peut être un peu n'importe quoi tant qu'il vérifie les lois de Maxwell. Et vous avez une densité volumique d'énergie électrostatique qui s'obtient en particulier via le théorème de Poynting, qui vaut epsilon 0 E carré sur 2. Donc ça, c'est la densité volumique, le epsilon E, d'accord, la densité volumique d'énergie électrostatique. Et donc, si on intègre sur l'ensemble de l'espace, donc l'ensemble de l'espace, là où se trouve l'objet jusqu'à l'infini, dans toutes les directions de l'espace, eh bien, on obtient une énergie, et cette énergie, c'est l'énergie électrostatique propre du système. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a qu'un seul système, entre guillemets, il y a une seule couleur. Alors, l'idée, c'est de bien faire la différence entre ce terme-là n'est pas égal au terme en bleu, d'accord? Ce sont deux choses différentes. L'un est une énergie qui est toujours positive, d'après sa définition, d'après la positivité de l'intégrale, qui est toujours positive et qui est associée à une unique distribution. Et l'énergie d'interaction peut être de signe quelconque et est associée à une distribution et une particule placée dans cette distribution. Alors pour essayer de voir un peu mieux les choses, pour essayer de voir un exemple concret, on va s'intéresser à un exercice qui est assez simple mais qui n'est toutefois pas trivial, et on va essayer de calculer les différents termes sur cet exercice et on verra apparaître chacun des termes, l'énergie propre, qui va se décomposer en plusieurs termes, dont un terme d'énergie d'interaction. Donc en faisant ce calcul, on va essayer de faire un cas où les deux aspects apparaissent, parce que souvent vous traitez qu'un des deux aspects. Voilà. Donc, cette idée qui a été proposée par Marc Serrero, donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'il est a priori pas très compliqué sur sa description. Vous avez en fait deux sphères, donc une sphère intérieure et une sphère extérieure. Les charges sont uniquement disposées sur les sphères, donc vous avez une première distribution qui est la distribution 1, et vous avez une sphère conductrice sur laquelle sont réparties une charge Q1, mais uniformément répartie. Donc vous avez une densité surfacique qui vaudrait la charge Q1, divisé par l'aire de cette sphère, c'est-à-dire 4pi R1 carré. Et vous avez une seconde sphère qui l'entoure, qui est de rayon R2 et qui porte une charge Q2. Cette charge étant aussi elle-même répartie de façon isotrope sur cette seconde sphère. Et ces deux sphères sont placées dans le vide, voilà. Et il n'y a rien d'autre dans l'espace. Et ce qu'on va essayer de montrer, c'est que l'énergie électrostatique, donc là on parle bien, ce que je calcule ici, le terme que j'ai écrit E, je parle bien du terme en bleu ciel
qui est l'énergie électrostatique de la distribution. Et on va essayer de montrer que l'énergie électrostatique de cette distribution fait apparaître trois termes auxquels on essaiera de donner un sens ensuite. Donc on va faire le calcul. Alors, il s'agit de faire le calcul qui est là. Et on va essayer de calculer le dispositif. Et encore une fois, il y a beau avoir deux objets, en fait on considère l'union de ces deux objets, cette réunion. Donc en fait on considère bien l'énergie de la distribution étant 1 plus 2. Hein, ce n'est pas 1 tout seul ou 2 tout seul, c'est la distribution que je considère, c'est bien 1 plus 2. Et tout ça, ce serait en fait la distribution qu'on pourrait mettre en bleu ciel. Donc pour faire ce calcul, vous voyez, il faut que je trouve le champ électrique créé par la totalité de cette distribution. Et une fois que j'aurai l'expression du champ électrique dans tout l'espace, eh bien, il me restera à intégrer ce champ électrique avec la formule, au carré, qui est indiquée ici. Donc première étape, trouver le champ électrique créé par cette distribution. Alors là, je vais aller un peu plus vite. Bon, en toute rigueur, il faudra appliquer un théorème de Gauss. Je vais simplement me contenter de donner les résultats. Ces exercices ont déjà été faits. Je souhaiterais me concentrer ici plutôt sur le calcul de l'énergie. Alors, je vais commencer par calculer le champ électrostatique créé par la sphère 1. Alors, il suffit d'appliquer un théorème de Gauss. Alors, à l'extérieur, c'est même un peu plus simple que ça, parce que finalement, à l'extérieur, on sait que pour une distribution à symétrie sphérique, tout se passe comme si toute la charge était au centre. Donc, en fait, à l'extérieur, d'accord, pour les rayons petit r qui sont plus grands que R1, le champ électrique est le champ électrique qui serait créé par une sphère au centre, donc Q1, sur 4pi epsilon 0, r carré UR. Et bien sûr, si on est à l'intérieur de cette sphère, il n'y a aucune charge. Quand vous faites le Q intérieur, vous faites le flux donc, qui vaut E de R fois 4pi r carré. Et ça va être égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Et vu que toutes les charges sont sur la sphère de rayon R1, il n'y a donc pas de charge à l'intérieur, eh bien le champ électrique sera égal à 0. Donc, en résumé, un champ électrique nul à l'intérieur de la sphère R1 et un champ électrique qui serait identique au champ électrique créé par une charge ponctuelle au centre, d'après ce qu'on a vu sur le théorème de Gauss. De la même façon pour la sphère R2, donc c'est la même chose, mais simplement avec des indices 2, d'accord, soit pour petit r inférieur à R2 et pour petit r supérieur à R2. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, j'utilise la linéarité, donc ce qu'on peut citer maintenant pour obtenir le résultat final, je vais utiliser la linéarité des équations de Maxwell. Et donc le champ électrique résultant, bien, c'est la somme des champs électriques. Donc si on a une distance petit r qui est inférieure à R1, les deux champs électriques sont nuls, donc le champ résultant, somme des deux champs, est bien sûr nul. Pour la zone intermédiaire entre R1 et R2, eh bien, il y a seulement ce champ-là qui est non nul, donc le champ E c'est bien E1 plus E2, mais le champ E2 est toujours nul à cette étape-là, donc ça fait simplement le champ E1, Q1 sur 4pi epsilon 0 R carré UR. Et si on a petit r qui est plus grand que R2, comme représenté par exemple sur la figure, eh bien, les deux champs sont présents, donc, enfin ils sont tous les deux présents, mais les deux champs sont non nuls, pardon. Et donc on fait E1 plus E2, et ça fait Q1 plus Q2 sur 4pi epsilon 0 R carré UR. Donc voilà le champ électrique, et ça c'est bien le champ électrique total dans tout l'espace. Donc vous voyez bien que j'ai évalué le E total, si vous voulez, au sens 1 plus 2. Donc ce que je suis en train d'évaluer, c'est bien ma distribution c'est bien 1 plus 2, et là j'ai bien le champ total que je dois mettre ici dans l'intégrale. Et maintenant que ce champ total est évalué, il me reste à faire l'intégrale. Alors comment mener l'intégrale? Eh bien, je pose l'intégrale. Donc je dis que je prends ce champ électrique défini en 3 morceaux. Alors notez que en toute rigueur, je n'ai pas mis les égalités parce que, attention, que quand vous avez des charges surfaciques, le champ électrique n'est pas défini à la surface, mais bon, ce ne sera pas un problème pour la suite, donc on a bien défini les résultats sur les ouverts. Alors allons-y pour le calcul maintenant. Donc je calcule l'énergie électrostatique de la distribution dans sa totalité, c'est-à-dire epsilon 0 carré sur 2 dVp, étendu à tout l'espace. Donc il faut bien intégrer de 0 à l'infini. Simplement, vous notez que pour les rayons qui sont petit r inférieur à R1, eh bien ça fait 0, hein, parce qu'il n'y a pas de champ électrostatique non nul pour R inférieur à R1. Donc en fait, je commence l'intégrale à R1, et donc je fais l'intégrale. Donc j'intègre avec l'élément de volume en coordonnées sphériques, ça c'est le dVp en coordonnées sphériques, hein, classique, dr, r dθ, r sinus θ dφ. Je mets donc le champ électrique, donc epsilon 0 sur 2 fois le champ électrique au carré. Donc là, entre petit r égale R1 et R2, c'est ce champ électrique que je prends, hein, celui qui est ici. Donc je mets Q1 carré sur 4pi epsilon 0 R carré, ce qui fait donc 16 pi carré epsilon carré R puissance 4. Et j'intègre entre R1 et R2, parce que pour l'instant je suis sur ce domaine-là, je dois intégrer par morceau, si vous voulez, c'est une fonction qui est définie par morceau.
Ensuite, et pour les angles, bien sûr, naturellement, θ de 0 à pi et phi égale 0 à 2pi pour décrire une et une seule fois la totalité d'une sphère. Et je fais pareil ensuite pour les rayons qui sont supérieurs à R2 jusqu'à l'infini. Et maintenant, je prends la seconde expression qui est ici. Et le champ électrique vaut ceci à l'extérieur. Donc, je fais le même type d'intégrale qui va de R2 à l'infini. Et simplement, le champ électrique pris au carré, donc Q1 plus Q2 au carré, l'identité remarquable, et vous trouvez ce terme-là. Mais sinon, le principe, le reste est le même. Donc, j'ai bien décomposé, vu que j'avais une fonction définie par morceau en 3 morceaux. J'ai 3 intégrales à calculer. Simplement, la première est triviale parce qu'elle faisait 0, parce que le champ électrique était nul. Donc, je ne l'ai pas écrite. Alors, simplement, on peut faire un premier calcul rapide. J'aurais pu faire un peu plus vite en considérant directement des coquilles sphériques. Je vais me concentrer sur la partie ici, d'accord, avec les questions de calcul angulaire, hein, parce qu'on peut séparer la partie radiale et la partie angulaire. Et donc, simplement, l'intégrale de θ égale 0 jusqu'à pi, de l'intégrale de phi égale 0 jusqu'à 2pi, de sinus θ dθ dφ. Bon, il n'est pas très dur de montrer que ça vaut 4pi. D'accord ? Donc vous avez un 4pi qui va apparaître du fait du calcul sur angulaire. Et ensuite, vous allez donc faire apparaître, vous voyez, il y a ce r carré qui est ici. Donc en fait, on peut laisser le r carré si l'on veut. Et donc ça fait un 4pi r carré. Donc maintenant, si on regarde les résultats, donc le Q1, je vais mettre les différentes choses pour identifier le Q1 carré qui est là, je vais recopier ici. Alors, j'ai ici un 2 et un 16, mais j'ai un 4 qui apparaît ici. Donc, il vous restera en fait 4 sur 32, ce qui fera un 8. Ici, j'ai un pi qui est ici, avec le pi carré, donc il me reste 1 sur pi. Il y avait epsilon 0 carré, donc 1 sur epsilon 0. Et j'ai un r carré et un r puissance 4 qui fait r carré. Bon, je ne détaille pas, mais c'est le même calcul dans la deuxième situation. Voilà. Et maintenant, je regroupe les termes un tout petit peu différemment. On verra l'intérêt pour la suite. Vous voyez, maintenant, j'ai ces deux intégrales. Mais je peux prendre le morceau qui est ici, c'est-à-dire ce morceau-là. Et vous voyez bien qu'ici, c'est la même expression. Vous avez Q1 carré sur 8pi epsilon 0 r carré. Et là, vous avez le Q1 carré sur 8pi epsilon 0 r carré. Donc, si je regroupe ceci, vous voyez que je peux faire une intégrale qui va de R1 à l'infini et qui contient ce terme-là. Hein, vous aviez la même expression, enfin, les deux premiers termes étaient les mêmes. Et donc, on peut les regrouper pour faire une intégrale qui va de R1 à l'infini. Ensuite, on a un deuxième terme qui est très similaire, mais avec des indices 2. Avec le char. Et après, il y a le terme croisé 2Q1, Q2, et donc le 2 ici avec le 8 fait apparaître un 4. Il me reste maintenant à terminer sur une intégrale extrêmement simple, en essayant de ne pas se tromper. J'intègre, donc ça me fait Q1 carré sur 8pi epsilon 0, une primitive en moins 1 sur R, qu'on prend entre R1 et l'infini, de la même chose, donc du moins 1 sur R, mais entre R2 et l'infini, avec du Q2 carré sur 8pi epsilon 0, et enfin un dernier terme, à nouveau en moins 1 sur R entre R2 et l'infini, et donc du Q1 Q2 sur 4pi epsilon 0 cette fois. Donc, voilà, et si on regroupe les termes, vous voyez, bon, ce terme-là, bien évidemment, en l'infini ça fera 0, et moins 1 sur R fait 1 sur R, et donc vous voyez que ce terme-là donne bien ce premier terme-là. Je vais refaire un peu mieux. Donc le premier terme qui est ici vous donne ce résultat ici, le deuxième terme ce résultat-là, et ici le troisième terme croisé. Ok, donc on trouve bien le résultat souhaité. Bon, vous voyez que le calcul était un petit peu technique, mais rien d'insurmontable. Et maintenant, et si on identifie chacun des termes, eh bien ce premier terme, c'est l'énergie propre de 1 plus 2, c'est bien ainsi qu'on l'a défini. On a bien pris le champ électrique créé par l'ensemble de la distribution. Ce terme ici, eh bien, en fait, il vient de ce terme-là. Si on remonte un petit peu, il vient de cette intégrale-là. Et je vous rappelle qu'on aurait pu la pousser, cette intégrale, jusqu'à l'origine, parce que finalement, le champ électrique est nul dans l'autre partie. Donc ce terme-là, il correspond bien, en fait, au calcul de l'intégrale triple sur l'ensemble de l'espace de epsilon 0, E1 carré, mais là je mets que E1 sur 2 dVp. C'est facile à vérifier, mais c'est forcément ce terme-là. Alors on peut le retrouver d'une autre façon, il suffit de se dire, si par exemple je ne mets pas de charge sur la deuxième sphère, sur la seconde sphère, eh bien, les deux termes sont nuls. Donc ce terme-là serait nul, ce terme-là serait nul, et l'énergie propre de 1 plus 2 s'identifierait bien à l'énergie propre de la seule première sphère. Voilà. Maintenant, ce second terme, c'est forcément l'intégrale triple de epsilon 0 e carré du second champ, d'accord,
pour la même raison, il suffit de prendre Q1 égale 0, et vous voyez bien que vous n'aurez que ce terme-là qui sera non nul, et dans ce cas-là, l'énergie propre de 1 plus 2, bien, ce sera l'énergie propre de 1. Donc on peut dire qu'ici, c'est l'énergie propre de 1 seul. Ici, c'est l'énergie propre de 2 seul. L'intégrale au-dessus le montre très clairement, d'accord? Les intégrales qui sont là le montrent très clairement. Et maintenant, vous avez le terme croisé. Donc, bien sûr, ce terme-là qui fait apparaître les deux est forcément le terme d'interaction qui correspondrait. Donc, ce terme-là, ce qu'on va montrer, c'est que le terme qui est ici, que j'ai souligné ici, ça correspond bien à cette partie-là du calcul. Donc, ça va correspondre à cette chose-là. Donc, montrons-le rapidement. Eh bien, pour le montrer, on va prendre la distribution qui est verte et on va considérer un point qu'on va appeler P par exemple de la sphère 2. Donc la sphère 1, elle crée, donc son potentiel V1 crée en P qu'on va appeler P2. Eh bien, on sait que c'est pareil, c'est toujours pareil, on est en dehors de la distribution à symétrie sphérique, tout se passe comme si toute la charge était au centre, donc comme si on avait une charge ponctuelle au centre qui crée donc dans tout l'espace un potentiel qui est Q1 sur 4pi epsilon 0, mais qui est calculé au point P2, et le point P2 se situe donc à la distance R2. Donc ça, c'est bien le potentiel de la distribution 1 en n'importe quel point de la surface. Et maintenant, en n'importe quel point de la surface, j'ai une petite charge, delta Q2, parce que je vous rappelle que la charge est uniformément répartie. Donc en chacun des petits éléments de la surface, j'ai une charge delta Q2. Et donc, j'ai donc une énergie potentielle, j'ai donc un delta EP, une petite énergie d'interaction qui est cette petite charge delta Q2 autour du point P2 fois le potentiel créé par la sphère 1, Q1 sur 4pi epsilon 0 R2. Et pour trouver l'énergie totale, il me suffit de sommer, d'accord? Je regarde l'influence de la sphère 1 sur tous les éléments. Et le point clé, c'est que tous les éléments sont à la même distance. Donc en fait, ce terme-là va pouvoir se factoriser. Et pour trouver l'énergie potentielle totale d'interaction, eh bien je fais l'intégrale de tous les petits delta EP, et en fait on voit bien que c'est simplement l'intégrale de delta Q, parce que le second terme, d'accord, se factorise car tous les points sont à la même distance R2. Et la somme de toutes les petites charges à la surface de la seconde sphère, eh bien c'est forcément la charge de la seconde sphère Q2. Et vous voyez bien qu'on obtient le résultat qui est que EP, c'est donc Q2 fois Q1 sur 4pi epsilon 0 R2. Donc c'est bien le terme d'interaction, d'accord? Donc ça, on trouve bien ce résultat-là, qui est bien le terme d'interaction. Voilà. Donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'il vous montre bien que si vous souhaitez calculer l'énergie électrostatique de l'ensemble de la distribution, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est ce calcul-là. Donc, c'est le calcul qu'on a fait en bleu. C'est-à-dire, vous calculez le champ électrique créé par l'ensemble des charges de l'ensemble de toute la distribution et vous intégrez sur l'ensemble de l'espace. Ça vous donne un certain résultat qui sera ce terme-là. Et maintenant, si vous vous intéressez simplement à l'énergie d'interaction d'une des charges dans un potentiel créé par un autre ensemble de charges, là vous aurez le terme d'interaction, c'est-à-dire ici l'énergie potentielle de la sphère 2 placée dans le potentiel de la sphère 1. Voilà. Et donc en fait, vous ne pouvez pas confondre, enfin là il apparaît clairement que si vous confondez ce terme-là avec le terme en violet, oui, il y a deux autres termes que vous aurez oubliés. Donc il apparaît clair que l'énergie totale, cette énergie totale, elle n'est bien sûr pas égale au simple terme d'interaction, car il y a deux autres termes d'énergie propre. Voilà, donc cet exercice avait cet avantage-là, de faire apparaître les différents termes sur un seul exercice et d'essayer de comprendre le sens de chacun des termes et donc pas les mélanger, parce que vous voyez qu'ils ne sont pas égaux. Après, au final, pour les exercices, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les cas, par exemple, des accélérateurs, eh bien, vous avez une charge test qui est placée dans un potentiel extérieur et la formule à appliquer, l'énergie potentielle d'interaction, c'est Q2 fois V1. Alors que si on vous demande l'énergie propre d'un système, comme par exemple l'énergie propre d'un condensateur, il faut évaluer le champ électrique créé par le condensateur en tout point de l'espace, en pratique entre ces plaques,
et l'intégrer sur l'ensemble de l'espace, ou disons sur l'ensemble du volume du condensateur, et vous aurez ce résultat-là. Voilà, et ce sont bien deux calculs tout à fait différents. Voilà, même s'il y a un certain lien, bien sûr, entre les deux. Voilà, je vous remercie.